Montre mystère dans les étoiles aujourd'hui. La première montre à aller sur la Lune a été la Speedmaster de Swatch Group. C'est le même groupe que les montres Swatch que beaucoup d'entre nous avons eues étant enfants, mais c'est surtout plus d'une dizaine de grandes maisons horlogères au sein de cette institution Swatch Group. Nous allons parler des tests que doit réaliser une montre pour être homologuée par la NASA, comme de fonctionner par exemple à des températures de moins 18 degrés jusqu'à 93 degrés Celsius. Et dans la course à l'espace, les Russes non plus ne sont pas en reste. Bonjour, bienvenue dans Montre Mystère, je suis Guillaume Lariche, journaliste, et je suis avec Alexandre Bouchard, vendeur d'élite de montres de luxe. Alors Alexandre, toutes les montres peuvent-elles fonctionner dans l'espace ? Eh bien oui et non. En fait, là, il faut savoir quel est le plus grand problème en fait dans l'espace, c'est la gravité. Et donc quand tu quittes la planète Terre, il n'y a plus de gravité. Or, la montre, on va dire mécanique, automatique, elle repose sur l'idée justement d'un phénomène de gravité. Donc une montre mécanique automatique, tu peux pas la remonter. Donc seules les montres, ce qu'on appelle mécanique manuelle, où là tu vas pouvoir remonter le ressort du barillet, pourront être fonctionnelles. Et c'est le cas en fait pour toutes les montres mécaniques qui ont été utilisées. C'était surtout cet aspect-là qui permettait de les faire fonctionner. Alors justement pour la création de ces montres dans l'espace, comment ça se passe ? Alors, ces montres-là, en fait, au départ, il faut comprendre qu'il n'y avait pas du tout une optique de savoir quelles étaient les tolérances. On les prenait, c'est-à-dire comme des objets secondaires au cas où. C'est comme si tu prenais une boussole ou une règle. Voilà, tu avais besoin de pouvoir faire tes opérations. En fait, avant tout, dans ces vaisseaux spatiaux, il y avait des ordinateurs de bord qui étaient contrôlés à partir des centres d'opération. Et derrière, on faisait confiance à cela. Donc la montre a été plutôt utilisée pour, au cas où tu devais faire l'usage d'un chronomètre pour calculer, mais il n'y avait pas du tout l'idée de ma montre, c'est mon objet d'astronaute. Non, pas du tout. En fait, ils prenaient des montres de course, notamment avec des échelles tachymétriques, donc qui permettaient de mesurer la vitesse au besoin. Alors quand tu parles de ce phénomène de gravité, la première montre qui a été dans l'espace, a priori n'a pas dû fonctionner puisqu'elle n'était pas équipée du fameux système. Les tests ont été réalisés dans l'espace ou c'est une fois revenu sur Terre qu'on s'est dit tiens, ils ont discuté avec les astronautes, les cosmonautes pour dire voilà comment faut faire. En fait, déjà la première montre dans l'espace, c'est celle de Yuri Gagarin. C'est une Sturmanskié. Aujourd'hui, la marque est devenue Poliot. Et cette montre-là, donc en 61, oui, elle fonctionnait simplement parce que il y avait le côté manuel de la chose. Elle tournait, mais il fallait la remonter en permanence. Donc après, ils ont pu regarder ce qui n'allait pas, à proprement parler. Il n'y avait pas besoin de grand chose. C'est juste tant que le phénomène mécanique fonctionnait, la montre tournait. Mais il n'y avait pas justement l'idée de la masse oscillante qui fonctionne avec la gravité. Donc si tu veux, au fur et à mesure, ils ne sont pas regardés qu'est-ce qui devait améliorer à proprement parler. Les autres marques qui après sont allées dans l'espace, ou en tout cas qui sont liées à la conquête spatiale, n'ont pas été développées dans cette logique-là. La montre, la Speedmaster d'Omega, c'est pas une montre qui a été pensée pour l'espace, c'est une montre outil des astronautes. Ils l'ont prise comme il y a eu des Rolex, simplement c'était leurs objets, puis c'était ils ont pas envie de sortir tout nus dans l'espace, donc ils avaient leur montre avec eux. Quand tu dis qu'il faut la remonter en permanence, c'est quoi ? C'est tous les combien de temps ? Alors en fait, quand tu as une montre mécanique, qu'elle soit manuelle ou automatique, en fait, le cœur énergétique provient en fait simplement de la couronne, donc qui est l'objet qui permet de régler ta montre, aussi bien heure et minute, mais aussi en fait en actionnant, on va dire en sortant la couronne, tu vas pouvoir en fait faire rouler cette molette là, qui par le biais de petits engrenages va venir toucher ce qu'on appelle le barillet, où dedans en fait il y a un spiral. Donc c'est un ressort qui va venir se resserrer, et une fois qu'il est resserré, il va venir se déployer, se détendre, et en fait en se détendant, il va venir entraîner d'autres rouages. Donc faut comprendre en fait que c'est comme si on avait remonté très très vite un ressort, et d'un coup il se déploie, et forcément l'action mécanique va traverser la montre, et si tu veux, donc cette énergie est forte, et va atteindre après ce qu'on appelle le balancier, qui est ce qu'on appelle un mobile, un élément de règle, enfin un élément de la montre, qui va simplement donner la cadence à cette énergie-là, et qui va donner après simplement le glissement des secondes. Donc ça va donner la précision de la montre. Alors ce spiral, ça peut lui permettre de fonctionner ensuite à la montre sur combien de temps ? 1 heure, 10 heures, une journée, 10 jours ? Alors c'est pas le spiral qui donne ça, le spiral en fait c'est simplement ce qui va donner la cadence de la montre. Mais par exemple le barillet, tu peux avoir en fait
ça peut être, à l'origine c'était 6 heures, hein, c'était 6-7 heures, hein, fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle. Au fur et à mesure, en fait, on a réussi à comprendre qu'il fallait trouver un angle, donc qui était très précis. Enfin, je te dis un angle. Il fallait resserrer d'une certaine manière avec la mesure exacte de la distance, et on savait que tu pouvais faire 10 heures, 30 heures. Après, maintenant, on rajoute des barrelets, hein. On t'en met 1, 2, parfois 3. Ça n'a pas forcément grande utilité, mais c'est juste pour te dire, bah voilà, ta montre, après, on l'exprime en jours. Elle fait 3 jours, une semaine, elle peut monter à 12 jours, 36 jours. Il y a plein de possibilités. La Speedmaster, première montre à aller sur la Lune, la Speedmaster d'Omega. Parle-nous d'elle. Alors ça, c'est une montre qui est absolument incroyable parce que c'était pas la logique en fait de cette montre-là d'aller, c'est-à-dire sur la Lune à proprement parler. Elle n'a pas été pensée pour aller sur la Lune. En fait, il faut savoir que les astronautes, donc quand ils préparaient leur mission, ils ont forcément des montres avec eux, mais donc c'est vraiment un objet, voilà, à côté. Ça fait partie de leur panoplie. En fait, en 65, la montre est considérée comme officielle, hein, c'est-à-dire que dans le kit des astronautes. Comme tu pourrais avoir une boussole ou d'autres choses, voilà. C'est vraiment en 69 quand ils sont donc lors de la mission Apollo, ils vont en fait simplement l'utiliser à un moment donné assez très précis où c'est le moment donné de l'alunissage. Faut savoir en fait ils avaient du carburant et en fait il était mesuré en secondes. Donc en fait ils ont failli s'écraser et il fallait s'assurer de la précision. Donc à un moment donné tu as eu une phrase qui a été Eagle 60 seconds. C'est-à-dire Eagle, donc le module lunaire, vous avez 60 secondes. Donc les gars regardaient aussi bien leur ordinateur de bord que leur montre, parce qu'il fallait que ce soit très très précis. Donc ces montres-là ont été vraiment très utiles. Voilà. Et puis à la fin, il faut savoir que lorsqu'elle va sur la Lune, à l'origine, la première personne à être allée sur la Lune, donc c'est Armstrong. Sauf qu'Armstrong n'avait pas de montre sur lui. Pourquoi ? Parce qu'en fait leur ordinateur de bord avait été surchargé d'informations. Et donc, il l'a laissé à l'intérieur du module lunaire. Et c'est Buzz Aldrin qui en avait une, qui lorsqu'il a mis les pieds sur la Lune, c'est lui le premier astronaute avec donc la Speedmaster, et donc qui est devenue après la Moonwatch. Alors, cette Moonwatch, qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Comment elle se présente ? Alors, la Moonwatch, en fait, c'est avant tout, c'était une montre de course. Donc, elle a ce qu'on appelle une échelle tachymétrique, c'est-à-dire que sur la lunette de la montre, donc c'est-à-dire la partie périphérique, hein, on peut voir un peu le contour de la montre, donc pas le côté cadran, le centre. On va avoir en fait toutes des indications afin de pouvoir calculer une sorte de chronomètre pour faire simple, qui après va faire le différentiel. Donc tu vas pouvoir savoir en fait la vitesse d'un objet. Donc à l'époque on mesurait les chevaux, et puis après les voitures, et puis les avions. Et puis là, on pouvait se permettre de pouvoir calculer la vitesse d'un objet. Alors dans un aéronef spatial, c'est un peu plus compliqué. On préférait maintenant, bien sûr, l'informatique, mais c'était utile, voilà, au cas où tu avais besoin de mesurer une vitesse. Alors, la NASA, maintenant, pour homologuer ces montres qui vont dans l'espace, fait passer toute une batterie de tests, justement, à ces objets. Des tests qui vont très loin. Si tu as une montre mécanique, à l'intérieur, il y a des huiles pour permettre ce qu'on appelle les mobiles, donc les rouages, de pouvoir bien tourner sur eux-mêmes. Et si la température est trop haute, l'huile va sécher. Et donc, en fait, ce qui compte, c'est d'avoir un indice de viscosité qui permet de rentrer dans les tolérances. Donc, pour assurer le fonctionnement de la montre. Tu vas avoir aussi, au niveau du balancier, à l'intérieur, il y a un spiral. À l'origine, en fait, il était fait d'une certaine matière qui était sensible au magnétisme. Donc, si tu avais ce spiral-là qui simplement voyait ces bandes, en tout cas, se rapprocher, se coller, ça déréglait la précision de la montre, donc d'où le retard, en tout cas, du garde-temps. Donc maintenant, on a des spirales en silicium, en cérachrome, ça dépend des maisons, ce qu'elles proposent. En tout cas, ils sont très résistants au magnétisme. Ils sont pas anti-magnétiques, ils sont amagnétiques, ou l'inverse. Donc, en tout cas, c'est ça. Après, tu vas avoir aussi quelque chose de très important. Est-ce que ta montre va résister à un décollage, donc à tous ces jets? Donc, on va quand même tester pour voir si ça sert à rien d'avoir une montre qui, une fois que tu es en orbite, ne fonctionne plus. Alors, honnêtement, envoyer un homme dans l'espace ou une femme dans l'espace à l'heure actuelle avec une montre de luxe ou une montre mécanique, est-ce que ça a du sens à l'heure où on a des montres numériques qui sont très performantes et qui embarquent tout un système d'ordinateur à l'intérieur qui lui permet de faire des milliers de choses?
Alors, pour te répondre à ça, il y a un peu de tout, parce que tu vois, il y a eu en effet des montres mécaniques, alors d'usage, hein, à l'époque, il faut savoir, Rolex c'était une montre comme n'importe quelle autre montre, hein. Il n'y avait pas encore ce côté luxueux, donc il y a des, comment dire, des cosmonautes américains qui avaient des montres comme ça, en fait, des tool watch, hein, des montres outils. Tu as eu après une Seiko, tu as eu aussi par exemple une Casio, donc voilà, montre en plastique avec un écran, voilà, avec un cristaux liquide. Aujourd'hui, d'avoir une montre de luxe, vraiment la notion de luxe, non, ça n'a aucune utilité. En revanche, la montre Omega est liée à l'histoire de la conquête spatiale et est valorisée, enfin déjà, elle est montre officielle en plus de la NASA. Et elle a montré par moins de fois que c'était une montre qui était pratique. Et puis, si tu veux, Ça casse pas, au moins, parce que ça casse pas, ouais. Et puis t'as les montres, en fait, les montres électroniques, si elles subissent à un moment donné des radiations ou en tout cas des vagues, si tu veux, qui proviennent du soleil, ta montre elle est foutue, quoi. C'est vraiment, enfin, elle va être inutilisable. Alors que la montre mécanique, c'est juste un mécanisme, donc ça tourne. Et ça a été le cas, tu vois, par exemple, pour comment dire, la mission Apollo 13, où les gars, à un moment donné, bah, avec l'histoire de l'oxygène qui a explosé, en fait, se sont retrouvés à voir la température baisser, plus de système de filtrage du CO2, l'ordinateur de bord fonctionnait pas, en tout cas à pleine puissance, il fallait le mettre... En fait, les gars, ils étaient dans le noir, dans une boîte de conserve dans l'espace. Et donc, avec les communications, ils ont pu, à un moment donné, utiliser une Speedmaster, notamment, en fait, ils avaient besoin de recalibrer la direction du vaisseau vers la Terre, parce qu'en fait, déjà, il manquait d'air, ils allaient avoir très froid, mais en plus de ça, il y avait la rentrée dans l'atmosphère, vous allez pouvoir cramer, en fait, tout simplement. Et ils vont utiliser le chronomètre, et 14 secondes qui changent toute l'histoire de cette mission, où ils ont pu changer la direction, et cette montre-là est devenue une montre de légende, une montre de luxe, simplement parce qu'elle a sauvé la vie des astronautes de l'équipe. Et derrière, il y a eu une édition spéciale avec marqué entre le 1 et le 14, enfin 0 et 14 je crois, voilà, 14 secondes, qu'est-ce que vous pouvez faire avec? magnifique. Alors, on a parlé de la NASA, justement, de cette fameuse montre Speedmaster d'Omega. Les Russes, les Chinois, bon, les Français peut-être, mais en tout cas, les Russes, eux, qui sont dans la conquête spatiale également, ont une histoire particulière aussi avec les montres. Oui, les Russes, c'est quand même, on va dire, le rival des États-Unis dans la conquête spatiale. Ils ont leur propre collection de montres. Alors ils ont en fait leur équivalent. C'est ça qui est amusant, c'est que par exemple, on va dire dans le monde occidental, on va te sortir Omega, la Moonwatch. Pour les Russes, ils connaissent, mais pour eux, c'est pas la montre qui les fait rêver. Eux, c'est la Staroinskié de Gagarine. C'est lui leur champion. Tu vas voir après la marque Raketa. Donc quand on bien le mot Raketa, qui veut dire missile ou fusée, donc qui rentre là-dedans. Et puis il va y avoir en fait une édition spéciale chez eux qui s'appelle la Baïkonour, où elle a été inventée, en tout cas co-imaginée avec l'un des cosmonautes russes les plus célèbres, dont j'oublie le nom, mais en fait il a fait 6 voyages dans l'ISS. C'est lui qui cumule le plus grand nombre de jours c'est-à-dire dans l'espace, et derrière il a indiqué un peu comment il aimerait avoir la montre la plus efficace. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il a donné les codes. Il a dit qu'en fait il fallait une montre qui fonctionne, voilà. C'est-à-dire que au niveau de la mécanique, il fallait qu'il n'y ait pas de masse oscillante, il fallait une montre manuelle. Il fallait aussi qu'il y ait un chronographe, donc un chronomètre, pardon, pour pouvoir mesurer au cas où une opération. Et troisième chose, l'indicateur jour-nuit, parce que c'est important, puisqu'en fait, on ne voit pas la différence, du moins la différence est moins facile pour un astronaute. Montre et mystère se termine, montre et mystère dans les étoiles. Y a-t-il encore un truc à savoir, Alexandre? Oui, l'horlogerie a permis en fait de redonner, on va dire, une dimension de rêve et d'imagination à la conquête spatiale. C'est-à-dire que celle-ci a eu, on va dire, une période de gloire. Ça s'est un peu arrêté, voilà, pour des questions simplement de défis de la guerre froide, et puis après en termes de budget. Et quand tu as eu en fait SpaceX avec Elon Musk qui sont revenus sur le devant de la scène, ça a redonné, on va dire, une nouvelle attention. Tu vois, Omega a travaillé avec des modèles justement en lien avec SpaceX. Tu vas avoir d'autres comment dire,
astronautes qui portent voilà ces montres-là. Et en fait, tous ont en tête, en tout cas, de se réintéresser à ce qu'était la conquête spatiale. Donc, tu vois, aujourd'hui, on a encore Buzz Aldrin qui est avec nous et qui porte 3 montres sur lui et qui est un peu l'espèce de parrain de la promotion conquête spatiale. Donc, il y a vraiment un engouement et puis on redécouvre en fait les étoiles grâce aux montres. Après avoir eu la tête dans les étoiles avec toi, mon cher Alexandre, Montres et Mystères, la prochaine fois, passera en revue les montres modernes avec par exemple la première montre haut de gamme sportive en acier, également la première montre pour les pilotes ou encore les plongeurs. Ce sera à suivre dans notre prochaine édition de Montres et Mystères. C'était Alexandre Bouchard et Guillaume Lariche. Merci beaucoup.